Avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler du prochain café live qui aura lieu lundi 17 octobre de 9h à 10h et avec pour thématique principale comment développer votre stratégie de partenariat avec les acteurs locaux, mais pas que, et aussi définir votre propre plan média pour devenir le meilleur ambassadeur de votre région. Un café live, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte d'atelier, un moment de partage et d'échange sur une thématique précise et qui permet derrière de repartir avec des outils et un plan d'action pour mener à bien sa stratégie. Pour participer à cet événement 100% en ligne et gratuit, il suffit simplement de vous inscrire sur mon site yenbui.fr/live live-mensuel et en vous inscrivant, vous serez tout simplement mis dans la liste d'attente et vous recevrez tous les cadeaux bonus, les documents, les supports de travail et les liens de connexion pour le jour J. Hello, ici Yenbui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Chaque semaine, avec ce podcast, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action pour vous aider à booster la visibilité en ligne de votre location saisonnière. Alors si vous louez un gîte, une maison d'hôte, un hébergement insolite ou tout simplement un chalet, un appartement, tout type de location saisonnière, vous êtes au bon endroit. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr et sur mes réseaux sociaux du même nom, yenbui.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Bangoy, experte Pinterest. À l'origine, Nathalie a créé son blog voyage en 2015 sous le nom Voyageurs sans frontières, que vous pouvez retrouver sur son site internet du même nom, voyageursansfrontières.com. C'est naturellement qu'elle a développé une stratégie de visibilité sur les réseaux comme Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook et Twitter. Mais c'est surtout à compter de 2016 qu'elle décide de se perfectionner en marketing digital pour développer la visibilité de son blog, et en particulier avec Pinterest quand elle a perçu tout le potentiel de cet outil. Avec près de 430 000 vues mensuelles et plus de 13 000 abonnés sur son propre compte Pinterest, c'est désormais en tant qu'experte Pinterest que Nathalie accompagne des marques et des créateurs de contenu dans les domaines tels que le food, la mode, le voyage bien évidemment, le blog, le podcasting et bien d'autres domaines encore. Dans l'épisode du jour, Nathalie va nous présenter la plateforme et ses codes qui, vous le verrez, sont à contre-courant des usages habituels. Elle nous partagera également un exemple pour illustrer ses propos et nous livrera sa vision du réseau en termes d'opportunités pour les hébergeurs touristiques. Retrouvez également Nathalie sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram sous le nom Tuto Pinterest et LinkedIn sous son profil. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et vous retrouve à la fin de cette interview pour la conclusion. Hello Nathalie, merci encore une fois d'avoir répondu à mon invitation sur LinkedIn. La preuve que les connexions pro fonctionnent sur ce réseau. Déjà, on va commencer par le petit clin d'œil. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous présenter avec tes propres mots cette fameuse plateforme Pinterest, je le dis comme toi maintenant, Pinterest, pour ne pas dire LinkedIn et Pinterest. Quel usage est-ce qu'on peut en faire de ton point de vue et est-ce que vraiment on peut appeler ça un réseau social à proprement parler? Ok, hello Yann déjà et merci pour ton invitation. Alors pour commencer, je pense que la plus grosse erreur qu'on a sur Pinterest, c'est de se dire que justement c'est un réseau social et donc de le penser un petit peu comme Instagram. Alors c'est vrai qu'il y a la même logique sur l'aspect visuel et le fait que voilà on est plutôt attiré par du visuel que de l'écrit. Mais après, l'utilisation que les personnes en font sur Pinterest, c'est vraiment très perso. C'est-à-dire, typiquement, quand ils vont avoir une envie de voyage ou une envie de déco, ils vont aller dessus, aller sur la barre de recherche, taper certains mots-clés et ensuite se laisser inspirer et aller vers ce qui les intéresse le plus. Donc, c'est en ça où vraiment, en tant qu'hébergeur touristique, ça peut être intéressant pour vous d'être présent parce que typiquement, si quelqu'un va avoir une envie de voyage et se dit demain, je prévois mon week-end en Vendée, par exemple, il y a de fortes chances que la personne aille sur Pinterest, tape des mots-clés, que faire en Vendée, où dormir en Vendée, etc. Et donc, ça peut être super intéressant pour vous d'être présent, de donner envie aux gens de venir déjà en Vendée, mais aussi de venir chez vous et tant qu'à faire, réserver chez vous, quoi. Est-ce qu'on peut dire du coup que pour toi, Pinterest, c'est vraiment un outil de préparation avant tout, un outil d'anticipation, de préparation, que ce soit préparation de son mariage, parce qu'on voit beaucoup le mariage, préparation en termes de déco, préparation de voyage, du coup, on Ouais. peut dire ça? Ah oui, oui, complètement. C'est que c'est vraiment de l'anticipation. Et généralement,
quand on a un projet ou enfin un événement, on s'y prend plusieurs mois à l'avance. Tu vois, par exemple, là, on arrive bientôt sur la période de Noël. Typiquement, là, les gens, on commence déjà à chercher des choses sur Pinterest, sur Les décos de la Noël. déco, le repas ou le voyage, hein, où aller pendant les fêtes. Donc, c'est vraiment l'anticipation et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir comment dire, une data un peu différente. C'est-à-dire de rentrer un petit peu dans la tête des gens et de se dire, OK, cette personne-là, elle prévoit de partir dans tel endroit, donc je vais lui proposer le contenu qui correspond à ses envies et ses besoins, quoi. Tout à fait. Ok. Ok. Tu as évoqué Instagram. Mhm. Si je me trompe pas, contrairement justement à Instagram, il n'y a pas cette notion de course aux followers, il n'y a pas cette notion de hashtag en plus. Tu veux donner tu veux mettre un petit mot là-dessus? Oui, alors c'est vrai que c'est super. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un gros avantage parce que c'est vrai que sur Instagram, on peut se perdre un petit peu dans cette logique des hashtags et des abonnés. Voilà, on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui achètent des abonnés ou qui font du hacking de manière pas forcément très éthique. Sur Pinterest, en tout cas, il n'y a pas cette logique-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un moteur de recherche. Donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est vraiment les mots-clés et la manière dont le contenu va être référencé. Et ensuite, l'algorithme va montrer aux bonnes personnes le bon contenu. Donc, en fait, si vous avez 10 abonnés, vous pouvez tout à fait toucher 1000, 10 000 personnes à partir du moment où c'est du contenu pertinent et intéressant pour eux. Donc, c'est en ça où, voilà, les abonnés, c'est pas le plus important. C'est bien d'avoir des abonnés, mais c'est vraiment pas le plus important sur Pinterest. Et les hashtags, ça va être, disons que c'est un peu la même logique avec les mots-clés, mais l'utilisation est complètement différente. Là où sur Instagram, ça va être souvent une suite de hashtags à la fin d'un post. Sur Pinterest, on va plutôt dire que le plus important, c'est d'inclure des mots-clés pertinents de manière la plus naturelle possible, donc de faire des phrases et faire en sorte que Mhm. l'information soit comprise et soit bien référencée. Comme sur un site web où effectivement, quand tu remplis les balises pour le référencement naturel, tu fais des vraies phrases, quoi. Tu mets pas Ouais, juste ouais, une suite de mots-clés, c'est effectivement, ça, d'accord. exactement. Oui, oui, Du exactement coup, ça. du coup, l'indicateur de performance à suivre en priorité quand on a un compte Pinterest, c'est plus le nombre de vues et aussi Mm. le trafic. Parce que du coup, l'avantage de ce réseau, et c'est un des vraiment principaux avantages, c'est ça, c'est de pouvoir envoyer directement les visiteurs sur ton site web, quoi. Chose qui est rare sur les autres réseaux sociaux. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment le cœur de la plateforme. Historiquement, ils ont vraiment cette logique de proposer du contenu et de renvoyer les gens vers des sites pardon, attends, je recommence. Site externe. Voilà, des sites internet externes. Donc du coup, c'est en ça où, comment dire, ça peut être plus facile de gagner en visibilité sur Pinterest parce que c'est vraiment le cœur de leur objectif. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs indicateurs, pardon. Va y avoir les impressions, donc le nombre de fois où le contenu est vu. Les enregistrements, qui pour moi c'est un très bon indicateur d'intérêt parce que, comme je disais avant, c'est de l'anticipation. Donc c'est pas parce que la personne va pas cliquer dessus tout de suite qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut aussi se dire, bah, je le mets de côté et j'y retourne plus tard. Donc il y a les enregistrements et surtout les clics sortants, donc vraiment le trafic vers le site. Et c'est là où on peut voir un petit peu les performances de son contenu. Est-ce que son contenu a intéressé ou non? Est-ce qu'il y a de la conversion? Est-ce que les gens restent longtemps aussi sur le site? Donc, ce Mhm. sont vraiment ces trois éléments-là que je recommande vraiment de surveiller. Et D'accord. il faut savoir que, voilà, parfois, quand on a une thématique vraiment porteuse et du contenu bien référencé, la source de trafic qui vient de Pinterest, ça peut être vraiment énorme. Moi, je vois, par exemple, donc moi, j'ai vraiment connu Pinterest sur le côté blog voyage, parce que c'est comme ça vraiment que j'ai, comment dire, que j'ai commencé à l'utiliser d'une manière professionnelle. Et c'est vrai que moi, sur mon blog, quand j'étais la plus active et la plus intéressée, entre guillemets, où je créais vraiment beaucoup de contenu, au pic mon trafic, c'était 50% qui venait de Pinterest Ah oui. contre 30 à 40% de Google. Donc, Donc ça a c'est là dépassé où... le référencement naturel Ouais. de Google, quoi. Ok. Oui, oui, c'est ça, ça dépasse. Et en même temps, le référencement Pinterest peut aider aussi au référencement Google. On voit de plus en plus des résultats de recherche Pinterest quand on cherche sur Google. Donc, les deux vraiment s'alimentent l'un l'autre et c'est vraiment tout bénef des deux côtés, quoi. Ah bah, de toute façon, en termes de référencement, l'algorithme aime bien qu'effectivement qu'il y ait des sites externes qui viennent, des Mm. sites tiers qui viennent amener du trafic. Ça montre que tu as de l'autorité sur ton secteur, en fait. C'est ça. Oui, Tu oui, avais aussi complètement. évoqué, bah, justement, comme tu en parles, de ton compte donc Voyageurs sans frontières, qui Mhm. était le compte du blog du même nom, que ce qui est vraiment intéressant avec ce réseau, c'est qu'il n'y a pas
comme avec Twitter, cette notion d'instantanéité et puis, tu sais, de contenu qui s'efface, qui Mm. disparaît très rapidement. Au contraire, sur Pinterest, il y a une pérennité donc des épingles, comme ça s'appelle. Mhm. Les publications, c'est des épingles. C'est un gros avantage, ça. Ah oui, oui, complètement, parce que du coup, l'investissement qu'on va, enfin l'investissement en temps, hein, j'entends, Mm, le temps qu'on va passer sur cette plateforme, ça peut générer du trafic et générer des résultats plusieurs mois, voire plusieurs années après la publication d'un post. Là où, voilà, sur Twitter, c'est très, très instantané. Alors, j'ai pas les chiffres, mais d'instinct, j'ai envie de dire, c'est quelques heures, voire quelques jours, grand max. mm, mhm. Sur Instagram aussi, c'est quelques jours, grand max. Sur Pinterest, moi, par exemple, avec mon blog voyage, j'ai des articles que j'ai publiés il y a plusieurs années et qui continuent toujours d'être partagés, cliqués. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine et les fruits peuvent être récoltés pendant très, très longtemps après la publication. Donc, c'est en ça où c'est intéressant aussi de l'inscrire dans une stratégie, je pense. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai que c'est un bon argument. Honnêtement, c'est Mm. un très bon argument. Euh, Quel est pour toi l'intérêt pour un hébergeur comme un gîte ou une maison d'hôte, justement, d'investir du temps, comme tu dis, et de Mhm. l'énergie sur Pinterest, pardon. C'est quoi l'intérêt pour lui? T'as un exemple concret à nous donner? Oui, alors, l'intérêt, je pense, ça va être de pouvoir toucher une audience qualifiée. C'est-à-dire que d'un côté, ça va être une audience qui est demandeuse alors on va rester sur le voyage par exemple, hein, qui est Mhm, demandeuse vraiment d'idées de voyage et d'idées d'activités sur une zone définie, mais en même temps qui est très très ouverte à la suggestion. Généralement, quand on va sur Pinterest, on y va avec une envie, un projet, mais on n'a pas vraiment d'idée précise de ce qu'on veut. Donc en ça, c'est là où la visibilité peut être plus intéressante parce que du coup, même en étant un petit compte ou même en ayant peu de contenu, on peut facilement être suggéré parce que il y a cette notion d'ouverture d'esprit. L'exemple que je peux donner, c'est une ancienne cliente à moi, Sarah, qui a des gîtes en Champagne. Et donc, en fait, elle est venue vers moi parce qu'elle voulait développer sa communication sur Pinterest. Et donc, je l'ai accompagnée, je lui ai transmis un petit peu tout ce que je savais au cours de masterclass et de coaching. Et en fait, là maintenant, elle a dans son profil Pinterest qui est assez actif, où elle crée du contenu autour de son gîte. Donc, elle partage des photos en fait de son gîte. Mais aussi, sur son site, elle a créé un blog, plutôt un blog voyage d'ailleurs, mhm. où elle parle un petit peu des bonnes adresses autour de chez elle, des activités à faire, ce genre de choses. Et donc, elle référence ses articles de blog sur Pinterest. Et c'est comme ça qu'elle alimente un petit peu sa visibilité et sa notoriété finalement auprès d'une audience qui va être demandeuse d'informations autour de la Champagne, que ce soit une audience francophone ou même à l'international. D'accord. Et tu te souviens quand est-ce qu'elle a lancé son compte? Oui, elle a lancé en février 2021. D'accord. Et du coup, donc c'est relativement récent quand même. Et en fait, elle fait plutôt donc des épingles statiques, donc classiques, hein. Vous avez une image qui est liée à un URL, et donc quand on clique sur l'image, on arrive sur le site directement. Et elle fait aussi ce qu'on appelle des épingles guidées. C'est un petit peu l'équivalent des stories sur Instagram, sauf que c'est permanent sur Pinterest. Et donc, Mhm. c'est un autre moyen un petit peu de transmettre une idée, une inspiration. Et donc, voilà, elle allie vraiment les deux types de contenus pour gagner en notoriété et parler un petit peu de sa région. Elle est vraiment ambassadrice de sa région auprès de son audience, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'aime quand les hébergeurs justement deviennent des blogueurs en fait de Mm. leur région et des guides touristiques en fait, tout simplement, ça j'adore. Oui, oui, c'est Euh, ça. Puis, il y a pas mieux en plus pour connaître une région. Ils sont sur place toute l'année, donc c'est sûr qu'il faut en profiter. pour ceux qui connaissent pas du tout ce réseau, tu peux évoquer les thématiques phares qu'on retrouve sur Pinterest, justement quel type de contenu on retrouve le plus? Alors, il y a, je dirais, une dizaine de thématiques historiques, on va dire. Donc, ça va être tout ce qui est voyage, food, déco, mode aussi et beauté. Mhm. La thématique du mariage aussi marche très, très bien sur Oui, Pinterest. oui. Tout ce qui est vraiment autour des prestataires autour d'un mariage, hein, ça marche très, très bien. Donc, voilà, ce sont les grosses thématiques. Ensuite, depuis quelques années, il y a des thématiques qui ressortent un petit peu plus. Par exemple, tout ce qui est autour de l'éco-responsabilité, je sais que ça remonte de plus en plus. Alors, je réfléchis à des thématiques qui seraient Je sais pertinentes que pour jardinage l'audience. aussi, le jardinage. Le jardinage, oui, 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 le Oui. jardinage marche très, très bien. Donc, voilà, ce sont des choses qui ressortent un peu plus. Les célébrations aussi, ça ressort de plus en plus. Donc, Et voilà. l'entrepreneuriat. Moi, je le Et vois parce que je suis l'entrepreneuriat. Mm. concernée, mais ouais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment de plus en plus
de prestataires de services ou Mm. de formateurs qui visent des entrepreneurs sont de plus en plus présents, sont de plus en plus présents, ouais, tout à fait. Oui, oui, parce que tout l'aspect finance et gestion de business, ouais, c'est de plus Oui, en c'est plus. vrai, il y a la partie gestion d'un business, ouais, tout à Mm, fait. mm. Imaginons que moi, je souhaite lancer demain mon compte Pinterest. Par quoi est-ce que je dois commencer en priorité? Combien de fois faudrait que je publie? Quelles sont les différentes étapes qu'il ne faut pas que je rate? Ok, alors première étape déjà, je dirais créer un compte professionnel. C'est gratuit et Mhm, ça va vous donner en fait toutes les informations autour des statistiques de votre audience. mhm. Donc vraiment, c'est un outil indispensable, hein, créer un compte professionnel. Et aussi, ça envoie un message à Pinterest de dire, voilà, je suis pas juste là pour me balader, entre guillemets, je suis là pour proposer du contenu et vendre, entre guillemets, des choses. Donc le compte professionnel. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est vraiment de réfléchir aux thématiques qu'on veut aborder et les raisons pour lesquelles on veut être trouvé sur la plateforme. Et donc comme ça, en fait, ça va orienter un petit peu la recherche des mots-clés. Donc des mots-clés qu'on va pouvoir placer soit dans son profil, dans son titre de profil, dans ses tableaux aussi. Alors, pour rappel rapidement, en gros, un profil Pinterest, vous avez des tableaux et des épingles. Donc, il faut le penser un petit peu comme sur un ordinateur, les Des dossiers et les fichiers. dossiers. Mm. Voilà. Donc les dossiers, ça va être les tableaux et c'est là où on va définir des thématiques. Donc pour un hébergeur, je dis typiquement, je sais pas, on pourrait avoir un tableau par type d'hébergement, par exemple, s'il y a, je sais pas, un appartement pour 2 personnes, un appartement pour 6 personnes, ou par type d'ambiance aussi, suivant, Mhm. voilà, s'il y a des choses qui diffèrent de l'un de l'autre. Et donc dans ces tableaux-là, vous pouvez mettre des mots-clés. Donc on va dire à Pinterest, voilà, ce tableau parle de ça. Donc vous allez avoir des mots-clés dans la description, dans le titre. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments, je dis vous, mais je te parle à toi aussi, Ouais, plusieurs éléments en fait qui vont permettre à Pinterest de bien référencer et de bien savoir, OK, ce compte-là parle de telle chose. Donc vraiment, d'accord. les mots-clés, ça va être un des plus importants. Et puis ensuite, une chose que je recommande fortement et que je vois encore beaucoup de gens qui ne le font pas, d'ailleurs, on avait parlé ensemble, toi tu l'avais pas Ouais. fait, toi c'était appris dessus, ça va être de revendiquer son site. Alors, C'est-à-dire qu'est-ce que que, c'est? qu'est-ce que c'est? Explique. Alors, en gros, la revendication, c'est un moyen de dire à Pinterest que tout le contenu créé à partir d'une URL va être associé au profil donné. Donc, je reprends ton exemple, Yen. Toi, tu as ton site, donc yenbui.fr. Donc, tu as ton compte pro, tu vas créer ton contenu associé à ton site, yenbui.fr. Et je Mais ne l'avais pas revendiqué. voilà, c'est ça. Mais si moi, demain, je vais sur ton site d'une manière, enfin, par exemple, par Google, je vais sur ton site et je vois quelque chose qui m'intéresse et je me dis, bah, tiens, je vais le mettre sur mon compte Pinterest perso pour y revenir plus tard. Toi, si tu ne l'as pas revendiqué, tu ne le verras pas. Et donc, D'accord. en Ah, ça, en c'était fait, comme ça. ouais, c'est ça. Tu fais un lien vraiment. Alors, concrètement, c'est une ligne de code à rajouter sur son site Tout pour à bien fait. dire qu'on est propriétaire du site. Mm, mm. Et ensuite, Pinterest va référencer un petit peu tout ce qui est associé à ce site-là. Et donc, en ça, c'est super intéressant pour toi parce que tu vas pouvoir comme ça savoir un petit peu plus ce que cherche ton audience parce que parfois, toi, ce que tu vas créer, ça va être en déphasage par rapport à ce que l'audience recherche. Donc, ça peut être un très, très bon indicateur de savoir, OK, voilà la thématique qui est importante, voici, je sais pas, l'hébergement qui intéresse le plus, les articles de blog qui intéressent les plus et avoir des informations sur le contenu à créer derrière. D'accord. Ok. Ok. Voilà, Donc ça, c'était la deuxième étape, bien penser à revendiquer son site web. Ok. c'est Et ça. qui, effectivement, je l'ai fait. Euh, Cool. voilà. Si on ne sait pas faire, son prestataire web saura très très bien le faire. C'est pas un souci. Oui, oui, c'est ça, c'est assez rapide à faire. Il y a des tutos même en ligne. Et puis, comme tu disais, oui, le prestataire, c'est le plus simple. Vous transmettez l'info au prestataire et il vous fait ça relativement rapidement, je pense. Ouais. Ok. Quelle autre étape est-ce il faut mettre en place? Alors, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut partager sur la plateforme et quels sont les objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est de se faire connaître, principalement, ou plutôt de créer du trafic vers le site? Suivant ces deux objectifs-là, on ne va pas créer le même type de contenu. Et puis aussi se poser la question du contenu qu'on a à disposition. Parce que, donc, comme on disait, c'est une plateforme visuelle, donc il va falloir penser en termes d'images ou de vidéos. Donc, voir un petit peu la quantité de contenu qu'on a. Est-ce qu'on a une photo, 10 photos, 500 photos? Mhm. Et vraiment planifier sa création de contenu en conséquence. C'est-à-dire, voilà, si on a 500 photos, on va peut-être plus facilement pouvoir créer 10 épingles par jour. À l'inverse, si on n'en a que 10, à ce moment-là, il faudra plutôt partir sur du long terme et donc créer un petit peu moins. Donc vraiment, ce que je recommande, c'est d'avoir une bonne vision de ce qu'on a à disposition et ensuite de privilégier autant que possible la création de contenu plutôt que le partage de contenu.
Alors, c'est vrai que sur Pinterest, on peut très facilement partager le contenu d'autres personnes sur son profil, mais il y a plusieurs désavantages. Déjà, vous allez faire de la promotion d'autres comptes, Mhm. d'autres sites. Et surtout, depuis quelque temps, ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, on recommandait beaucoup de révisionner en termes de quantité plutôt qu'en termes de qualité pour ressortir sur l'algorithme. Et là, ils ont changé leur fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un compte professionnel, vous êtes considéré comme un créateur. Et donc, un créateur, ça doit créer du contenu. Donc D'accord. vraiment, plus vous allez créer de contenu, même si c'est en quantité, c'est assez restreint, il vaut mieux créer plus de contenu pour ressortir sur l'algorithme et donc voilà, être découvert et gagner en visibilité, plutôt que d'aller épingler le contenu d'autres personnes. D'accord. Ok. Bon à savoir. Effectivement, moi, je me souviens avoir entendu il y a encore pas si longtemps que ça, des conseils qui disaient justement mêler à la fois épingles enregistrées et vos propres épingles. Hmm. Mais bon, moi, de toute façon, j'étais quand même plus partie sur la partie Oui. création de contenu. Mais ok, là, maintenant, c'est vraiment quelque chose que tu m'aimes déconseilles, quoi. Oui, oui, moi je déconseille, même à tous mes clients, je dis toujours, il vaut mieux avoir peu, mais à soi, plutôt que d'aller chercher chez les autres. Puis aussi, un truc tout bête, mais si vous épinglez du contenu externe, donc par définition, vous n'avez pas la main dessus. Donc ça peut, soit, vous voyez, ça arrive malheureusement d'avoir des personnes qui vont récupérer une image, par exemple, alors toi, sur ton site, par exemple, Mm, je vais mm. récupérer une image de ton site, mais je fais le lien vers mon site. Ouais, ouais. Et du coup, toi, tu t'en rends compte, tu vas signaler à Pinterest, l'épingle va être supprimée. Donc moi, sur mon profil, si j'ai beaucoup d'épingles de ce type-là, ça peut envoyer un message négatif aussi à la plateforme de dire, mais en fait, cette personne relaie du contenu qui n'est pas conforme. Donc c'est en ça où je recommande vraiment de rester sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire Mhm. voilà, son propre contenu. On sait d'où ça vient, on connaît la qualité de ce contenu et du lien vers le site après, plutôt que d'aller chercher d'autres choses, quoi. D'accord. À la question combien de fois faut-il publier, tu as Mm. répondu tout à l'heure en disant bah, ça dépend de la taille de sa banque d'images qu'on a à disposition. C'est ça. Finalement, tu es en train de dire aussi de ne pas être avare. Moi, j'ai tendance tu sais, à beaucoup trier mes photos et à ne garder que les meilleures, mais finalement, Mm. autant pas toutes les supprimer et m'en garder même celles que je trouve peut-être moins bien. Finalement, Mhm. peut, ça peut. Ok. Oui, alors dans une certaine mesure quand même, parce que si tu as des photos qui se ressemblent trop, bon, peut-être Oui, que c'est pas très pertinent, oui. mais effectivement, tu vois, typiquement, si tu as un article de blog et sur cet article, tu as trois photos, ou même quatre ou cinq, rien ne t'empêche de prendre ces cinq photos-là et de Et de créer faire des 5 épingles, épingles. voilà, Ouais. et d'avoir tes cinq épingles. Et en Mm. plus, tu vois, si sur ton profil, par exemple, tu as un tableau blog et un tableau Vendée, je reviens sur mon exemple de la Vendée, Oui. ton article qui va parler de la Vendée, tu vas pouvoir le mettre dans le blog et dans Vendée. Donc, ça te fait deux épingles, tu vois? Ah, d'accord, parce une même épingle ne se met pas dans deux tableaux distincts. En fait, tu ne dispatches pas. En fait, il faut créer autant de. Enfin, pour eux, c'est comme si tu avais créé, t'en crées qu'une en réalité. Tu la Mhm. mets dans deux tableaux, donc pour eux, c'est comme si tu C'est en avais fait ça. deux. C'est D'accord. ça. Alors après, bien sûr, il faut toujours faire ça avec bon sens, c'est-à-dire que tu vois, si j'ai une épingle avec deux fois la même image, je vais pas la publier directement en même temps, hein. On va essayer d'espacer dans le temps. Donc ça, il y a plusieurs outils de programmation, soit directement sur Pinterest gratuitement, ou alors il y a des outils externes comme Tailwind, par exemple, Oui, qui permettent de facilement programmer sa création de contenu. tout à Mais fait. voilà, si tu as plusieurs images qui renvoient vers un seul article de blog, c'est pas du tout gênant. D'accord. Ok. Ok. Donc Tailwind, je le mettrai le nom Mm. dans l'article de blog qui accompagne cet épisode de podcast, mais je le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Donc Tailwind, effectivement, moi, c'est quelque chose que j'utilise. C'est vraiment un outil qui permet de programmer, qui est vraiment dédié à Pinterest et Mm. qui permet de programmer ses publications à l'avance et de les classer, et de les classer dans les différents tableaux, justement, à l'avance. Donc ça, C'est ça, c'est vraiment un bon gain de temps. c'est ça, oui, complètement. Et puis le gros avantage, c'est que ils sont validés par Pinterest, ils travaillent avec Pinterest. Donc il y a peu de chances d'être striké ou d'être, comment dire, d'avoir son compte désactivé si on utilise Mhm. Tailwind ou D'accord. d'autres outils vraiment validés par Pinterest. Et C'est c'est vrai vrai. que c'est un gros gain de temps. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Mm, Alors, on doit te poser souvent cette question, oui. au même titre que je me souviens quand je travaillais en agence web à l'époque, c'est au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer, tu sais, être sur la première page de résultats du moteur de recherche? Non, en vrai, au bout de combien de temps est-ce que je peux juste constater une hausse du trafic? Quel est Alors, en gros, ma question, c'est quel est en gros le délai moyen de oui. référencement sur cette plateforme?
Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, comme je disais, donc c'est du long terme hein, sur Pinterest, donc ça sous-entend aussi une certaine patience. Mm. Généralement, moi, de ce que j'ai observé, que ce soit pour moi ou même pour mes clients, ça va être de l'ordre de environ 3 mois. Au bout de 3 mois, déjà, on va commencer à voir des choses se passer sur le site. Et vraiment, ce que je recommande, c'est vraiment de faire un bilan. Bon, déjà, de faire un bilan tous les mois, hein, de voir comment ça évolue, mais surtout de se faire un bilan à 3 mois, 6 mois et 1 an pour vraiment avoir une vue d'ensemble et voir comment est-ce que les choses évoluent. Je sais que parfois, il y a des thématiques qui peuvent être tendance au mois de septembre et pas au mois d'avril. Et du coup, si vous publiez ce contenu-là au mois d'avril, ça va prendre un certain temps avant que ça soit recherché par l'audience et que ça décolle, quoi. Donc voilà, plusieurs mois, je dirais, ouais, 3 mois, c'est déjà un bon début. Mhm. Il va falloir être patient, il va falloir voilà, enfin, continuer, être pérenne sur ses efforts et vraiment faire ça sur du long terme. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est beaucoup plus rémunérateur, pardon. Tu vois, moi, je prends mon exemple. Donc là, moi, j'ai un blog voyage. Depuis le Covid, sincèrement, je publie quasiment plus rien. Et pourtant, vu qu'il y avait une stratégie derrière, j'ai quand même du contenu qui continue d'être diffusé finalement. Donc, même sur du long terme, j'ai quand même des résultats, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Comme quoi, le référencement Mm, peut mettre du temps à se mettre en place, mais une fois c'est qu'il est ça. mis en place, il tourne en fait. Il tourne de lui-même, quoi. Oui, oui, c'est ça. Puis comme je disais, il y a des thématiques qui ressortent plus suivant certaines périodes de l'année, qui correspondent vraiment aux intérêts de recherche de l'audience. Donc voilà, ça peut prendre un certain temps des fois. La bonne nouvelle dans ce que tu dis, c'est qu'en plus, une fois que tu as réussi à obtenir une certaine visibilité, au final, même quand tu lâches encore après, c'est-à-dire que là, on va dire que depuis 2 ans, tu as quand même pas mal lâché sur la création de contenu, Mhm. finalement, ça tourne encore pour toi, quoi. C'est Tu ça. as mis des gros efforts au départ Oui. et aujourd'hui, tu peux te reposer sur tes acquis, on peut dire ça comme ça, Mhm. et ça continue de tourner pour toi. C'est D'accord. vrai. Alors après, c'est pas ce que je recommanderais, hein, parce que Non. typiquement, je suis une mauvaise élève, hein. Mais c'est vrai que il y a quand même cet aspect-là qui est super intéressant. C'est que voilà, dès que les choses sont réfléchies en amont et qu'il y a la stratégie, etc., ça peut, entre très très gros guillemets, tourner tout seul. Ouais. Est-ce que C'est ça aussi très justement, intéressant. est-ce que justement tu peux nous raconter les étapes marquantes de ton expérience, de ta propre expérience avec ton blog? Mhm. Comment tu peux nous refaire un peu l'histoire? Est-ce que tu as connu une forte croissance au démarrage? Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, ça a stagné forcément, mais voilà, est-ce que tu as des points, des balises à nous partager? Oui. Alors, donc moi, j'ai créé le compte pro en 2015. À l'époque, il n'y avait pas encore trop les statistiques comme maintenant. Donc, c'est vrai que dès qu'ils ont déployé ça, de mémoire, il me semble que c'est vers 2016 par là, mais dès qu'ils ont déployé vraiment cet outil de statistiques et que j'ai vu en fait que sans grande prétention, entre guillemets, je créais du contenu un petit peu comme ça, mais j'avais pas vraiment de visibilité sur les retours, même s'il y avait le trafic sur le site quand même. J'ai vu que je touchais 1 million de personnes sur Oh, punaise. Pinterest. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire vraiment, concrètement. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée à aller plus loin, à vraiment voilà, créer des visuels spécifiquement pour la plateforme, à me documenter aussi, et à vraiment chercher quoi faire pour bien le faire. Et donc, première étape, ça serait ça, c'est vraiment le déploiement des stats et de voir le potentiel. Et la deuxième étape, c'est là où j'ai mis en place vraiment une réelle stratégie et j'ai vu une augmentation en termes de conversion. C'est-à-dire que le taux d'engagement et le taux de clics ont augmenté sur Pinterest. Euh, D'accord. Donc, quand tu parles de stratégie, tu as optimisé quoi concrètement? alors, j'ai optimisé les visuels, vraiment. Ouais. Voilà, j'ai utilisé là, aujourd'hui, j'utilise des outils comme Canva pour vraiment Oui. avoir quelque chose de propre, entre guillemets. Et surtout, l'aspect mots-clés. C'est vrai que de base, je réfléchissais pas trop comme ça, puisque moi, je connaissais Pinterest vraiment pour le perso. Donc, pour moi, c'est tu mets ta photo, ton URL et ça suffit. Et donc, vraiment, cette recherche de mots-clés a été super intéressante et super importante en termes de stratégie. J'ai vu, par exemple, il y a des tendances sur la plateforme. Donc, il y a des tendances quotidiennes, il y a des tendances hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Donc, rien que ça, déjà, d'avoir cette information-là, de se dire, OK, ce mot-clé-là est recherché à telle époque de l'année. Moi, D'accord, oui. dans ma création de contenu, ça m'aide beaucoup parce que je me dis, ben, je vais créer quelque chose qui est recherché, tout simplement. D'accord. Ok. Donc, tu faisais vraiment tes recherches en amont, en fait, Mm, sur les types de contenus que tu allais créer, c'est finalement. ça. Ok. Oui, oui, c'est ça. Il y a vraiment une recherche en amont. Et ce qui est bien avec Pinterest, c'est qu'il donne beaucoup d'outils gratuitement hein, à disposition des créateurs de contenu et des professionnels
pour pouvoir anticiper et pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est tendance, et donc pouvoir se positionner par rapport à ça. Génial. Ça, c'est effectivement une info, tu vois, vraiment, je l'ignorais totalement, ouais. D'accord. Juste pour en revenir sur les stats, Mhm. une petite précision, quand tu disais que tu touchais 1 million de personnes, qu'on se mette bien d'accord, c'était 1 million de personnes chaque mois Oui, ou par pardon, an. oui, 1 million de personnes chaque mois. Alors OK. après, c'est pas 1 million de clics, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas ça. Ouais. Mais quand même, 1 million de voilà, vues, quoi. C'est les vues. voilà, c'est ça, 1 million de vues, OK. c'est Ce ça. qui est énorme. Honnêtement, c'est Oui, énorme. oui, oui, complètement. C'est vraiment quelque chose d'assez, ouais, d'assez fou. Et là, même maintenant, hein, je crois que je suis à 400 000 alors que j'ai moins de 15 000 abonnés. Donc, le ratio, finalement, peut être super intéressant. Et Ouais, vraiment, tout à fait. moi, j'encourage toutes les personnes autour de moi à aller sur Pinterest parce que c'est vraiment, il y a un très, très fort potentiel, oui. D'accord. Aujourd'hui, à quelle fréquence tu publies encore, si c'est encore le cas? Alors, personnellement, pour mon blog, plus du tout. J'avoue que j'ai plus trop le temps, puis je me consacre surtout à mes clients. Mmh. Mais donc, je vais prendre l'exemple de mes clients. Globalement, le grand minimum que je recommande, ça va être du 3 fois par jour. Donc, encore une fois, voilà, avec des outils de programmation quand même, mais grand minimum 3 fois par jour. Et après, suivant la quantité de contenu qui est à disposition, ça peut monter jusqu'à 5, 10, 15 fois par jour. Vraiment, je m'adapte au cas par cas et je fais par rapport à ce qui est à disposition. Donc, c'est en ça où ça peut être très, très versatile. On peut, même avec 2, 3 fois par jour, déjà, on peut commencer à avoir des résultats au bout de quelques temps, oui. D'accord, mais quand même quotidiennement. Tu vois, là, c'est quelque chose que je fais pas Oui. encore moi-même, par exemple. Mm. Quotidiennement, ça a vraiment cette importance-là, d'être présent, quotidiennement, en fait, sur cette Oui. plateforme. Bah, OK. là, c'est vraiment par rapport à l'expérience, parce que si tu vas voir du côté de Pinterest, eux, ils vont te dire grand minimum 1 fois par semaine. Ouais, Hum, mais j'avoue que je pense quand même que ouais, une présence quotidienne, même 1 fois par jour, je pense que c'est le grand minimum. d'accord. OK. OK, très bon à savoir. Après, c'est quand même c'est comme pour tout, du moment que tu décides d'investir un canal, de communication, bon, Hum. bah, il faut y aller, quoi. Tu Ouais, y ouais, c'est vas, ça. il vaut mieux en faire moins, enfin, en choisir moins de canaux, C'est être ça. présent sur, toutes les plateformes et de finalement, mettre toute Y son aller à énergie fond. sur une et Ouais. qui va derrière générer, des vrais résultats plutôt que d'être un peu partout et finalement, être nulle part parce que Nulle part, ouais. avoir très peu de résultats, ouais. D'accord. Oui, oui, c'est OK. sûr. Ouais. Quid des annonces payantes? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un éclairage, un conseil, un retour d'expérience là-dessus? Oui, alors je fais quelques annonces payantes pour certains clients. Euh, je pense que ça peut être pertinent pour un hébergeur. Alors, deux éléments. Soit on a un pic, alors je pense au solde, mais je suis pas sûre qu'il y ait ça pour les hébergeurs, mais Non, tu vois mais un il y a pic les comme ça périodes de dans l'année. vacances. Tu as la période de Exactement, voilà. réservation de vacances, ouais. Exactement. Donc, si tu as en tête cette échéance des grandes vacances, tu peux créer une campagne un petit peu en amont. Donc, Mmh. comme on disait, c'est de l'anticipation. Donc, en gros, Bah, février-mars, ça peut être pas mal. ouais, ou Euh, comme je sais que, bah, tu vois, pour avoir travaillé en office de tourisme, les vacances de Noël se réservent, dès le mois de septembre ou octobre, tu vois? Alors, voilà, c'est vacances de ça. la Toussaint, c'est déjà réservé. Oh, punaise, oh là Ouais. là. Donc, Et ouais, voilà, tu prépares exactement. Noël, en Si... fait. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, comme on disait tout à l'heure, il commence déjà. Ouais. Donc, c'est vrai que si on a des échéances en tête, ça peut être intéressant d'anticiper et de se dire, OK, je crée ma campagne sur du long terme. Parce qu'encore une fois, Pinterest, c'est la patience. Donc, l'algorithme va mettre plus de temps à se stabiliser. L'algorithme des pubs, il faut compter une dizaine de jours. Et moi, généralement, mes clients, je recommande minimum un mois. Donc, on lance D'accord. la pub, on fait rien, entre guillemets, pendant un mois, on regarde juste comment ça marche. Et ensuite, on tire des enseignements et sur la prochaine campagne, on saura un petit peu mieux qui cibler, comment les cibler. On peut cibler par centre d'intérêt, on peut cibler par mots-clés, par type d'activité aussi. Vous pouvez cibler par exemple les personnes qui ont été sur votre site et qui ont un compte Pinterest ou les personnes qui ont interagi avec votre contenu Pinterest. Enfin, ça peut être très très large. Donc vraiment d'anticiper et de se dire si j'ai cette échéance en tête, de s'y mettre peut-être 5, 6 mois à l'avance pour pouvoir avoir le temps de faire des tests et d'apprendre de ces tests et ensuite d'avoir quelque chose d'optimal pour l'échéance. D'accord, oui, donc c'est ce que tu dis, faire vraiment une campagne test, finalement. Ouais, c'est ça. D'accord. OK. C'est ça. Et OK. après, en termes de contenu, autant que possible privilégier la vidéo parce que c'est le contenu phare en ce moment. Et puis c'est dans un feed Pinterest, ça attire beaucoup plus l'œil, une image qui bouge qu'une image statique. Donc Mmh. si c'est possible de faire de la vidéo ou même juste une image animée, ça peut fonctionner aussi. Mais voilà, avoir cette notion de mouvement et attirer l'œil, quoi. D'accord. En sachant que
quand on parle vidéo, ça peut aussi être comme un reel, à savoir enchaîner des photos. Oui, oui, oui. C'est Ça vrai, tu peut... peux faire comme un diaporama ou tu peux même faire juste un carrousel. Et à Oui, ce moment-là, ils vont défiler, faire défiler les photos. Mais oui, oui, il y a beaucoup de possibilités. Et ce qui est bien, c'est que tu peux avoir aussi une source d'inspiration. Ben, encore une fois, sur Pinterest, quand tu scrolles un petit peu, tu vas voir un peu les pubs qui sont proposées et donc voir un peu ce qui se fait, quoi. oui, tout à fait. Je vois souvent dans les épingles idées, donc l'équivalent des stories, justement, des stories. Est-ce que c'est une bonne chose ou même des fois des vidéos TikTok d'ailleurs, étant donné qu'on n'a pas précisé, mais les formats de publication des épingles, Mhm. c'est, si je ne me trompe pas, 1000 par 1500 pixels? C'est ça. Alors, c'est un ratio de 2 pour 3, donc 2 Mhm. en largeur pour 3 en hauteur. Et c'est vrai que le format typique, c'est 1000 par 1500, mais après, tant que tu gardes ce ratio-là, finalement, tu peux, entre guillemets, faire un peu ce que tu veux. Pertinent de mettre du TikTok sur Pinterest, ça va dépendre du contenu, Mhm. concrètement. Si c'est du contenu TikTok qui va être instructif, pourquoi pas? Parce que, Mhm. alors typiquement, en fait, les épingles guidées s'appellent comme ça parce que les gens cherchent des idées. Donc, ils cherchent D'accord, des choses à, euh, comment dire, pour répondre à leurs problématiques et des choses surtout applicables tout de suite. d'accord. Si c'est de l'instructif, si c'est un tuto, par exemple, une recette, ce genre de choses, ça marche très bien. Si c'est du TikTok entre guillemets basique, c'est-à-dire on va danser, on va montrer des choses ou quoi que ce soit, là ça va être moins pertinent parce que en face l'utilisateur il va pas s'y retrouver, il va se dire ok c'est chouette mais moi en quoi ça m'aide, tu vois? D'accord. Donc faut voir par rapport au contenu. Pour un hébergeur, je me dis montrer son hébergement ou montrer l'environnement dans lequel on est, ça peut être très pertinent. Mhm. Par contre, si tu veux montrer les coulisses, je sais que c'est quelque chose qui se fait assez souvent sur les réseaux, Oui, montrer les coulisses de son hébergement. Pour une épingle idée, je ne recommanderais pas. d'accord. Ok, je vois la différence. C'est vraiment la notion de la personne vient trouver des idées, des inspirations. Oui, Euh, voilà, faut réfléchir comme ça. C'est vraiment c'est ça. participer à sa recherche d'idées, quoi. Oui, Ok. oui, c'est ça. Vraiment garder en tête que les gens vont sur Pinterest pour eux et pas pour les autres. Mm, mm. Là où sur Instagram, généralement, on y va pour suivre quelqu'un ou pour montrer ses photos. Sur Pinterest, c'est vraiment très, très personnel. Et du coup, il faut essayer de se dire comment est-ce que je peux aider la personne derrière à passer à l'action. Ok. Ok, bah écoute, parfait. J'aime bien cette conclusion, en tout cas, de dire on y va pour soi, en fait. Ouais, C'est oui, c'est- c'est- oui. c'est vrai que c'est une dimension qui est pas courante, parce que d'habitude, on y va pour partager ou pour, tu sais, Mm, bah, un réseau social, en fait, pour échanger. c'est Et là, en ça, fait, ouais. on vient s'alimenter soi-même, ses idées, son carnet d'inspiration, etc. Ok. Oui, oui, c'est ça. Puis il y a même, tu sais, une partie du profil qui peut être secrète. Donc, Oui, vraiment, il y a des tableaux que tu peux typiquement, en fait, masquer, ouais, voilà, tout c'est à ça, les fait, ouais. tableaux secrets. Donc, typiquement, c'est vraiment de manière très égoïste qu'on va sur Pinterest plutôt que de Ouais. manière altruiste. Je parle en tant qu'utilisateur, bien sûr, Ouais, hein, pas ouais, en non, tant que mais c'est vrai professionnel. que tu as raison de le préciser parce que quand on est créateur de contenu, on n'y pense pas comme ça, Mm, forcément. Et je pense que ça peut vraiment aider à réfléchir à sa stratégie de contenu c'est ça, ouais. différemment, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, complètement. Alors, si on souhaite Euh, aller plus loin sur le sujet Pinterest, comment est-ce que toi, tu peux nous aider? alors, j'ai plusieurs manières, en fait, de vous aider. Globalement, je propose de la gestion de compte, c'est-à-dire, on me donne les clés du compte et je m'occupe de tout. Je propose aussi du coaching individuel autour de Pinterest, c'est-à-dire que je transmets un petit peu tout ce que je sais sur Pinterest à mon coaché. Et donc, l'idée ensuite, c'est de vous rendre autonome. Donc, il y a des coachings individuels. Je propose aussi des masterclass de groupe. Donc, c'est par session, entre guillemets. Mhm. Là, j'ai la prochaine session qui va commencer le 18 octobre. Donc, ce sera entre le 18 octobre, pardon, et le 5 novembre. Donc, D'accord, donc ah concrètement, oui, en c'est des fait, sessions assez courtes, en fait, hein. T'es oui, c'est vraiment dans ça. des... D'accord, ok. C'est ça. En fait, concrètement, j'ai 6 thématiques clés autour de Pinterest. Et donc, ça va être 6 masterclass de 1 heure. Et donc, D'accord. concrètement, l'idée, c'est que chaque personne se crée un peu son programme et vienne vraiment aux masterclass qui les intéressent. Donc, j'en ai une, par exemple, bien commencée sur Pinterest, une sur la stratégie, une sur Tailwind. Et donc, suivant les besoins et suivant le type d'activité, on sélectionne ce qu'on veut et puis on est présent et puis on voit ce que j'ai à dire, entre guillemets. Je vous transmets un petit peu tout ce que je sais, quoi, sur la plateforme. D'accord, ok. Redis-moi les dates du 18 octobre Au 5 novembre. au 5 novembre. Ok, c'est Ouais. noté. C'est noté, 6 sessions d'une heure. C'est ça, c'est ça. Ok. Je crois que tu fais aussi de l'audit de compte. Tu m'as dit Oui, oui, c'est avant vrai que j'ai peut-être oublié, de ouais, faire la gestion de l'audit de compte, tu compte. fais peut-être l'audit, ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Alors, deux choses. Soit
Je propose juste l'audit, c'est-à-dire je regarde un peu votre compte d'un point de vue externe et je donne des recommandations. Ou Mhm. alors, quand on décide de travailler ensemble, à ce moment-là, je fais un audit que je vais pas forcément partager aux clients parce que généralement, quand je prends les clés, c'est souvent des personnes qui ne veulent plus se prendre la tête avec Oui, les clés. Donc, je vais c'est plutôt le pour faire pour toi. moi. Voilà, c'est ça. Et ensuite, créer la stratégie sur le compte. Ok, ok, très clair. Euh, Comment est-ce qu'on peut te contacter du coup? Quel est ton moyen de communication de prédilection? Alors, le plus simple, ça va être soit sur Instagram. J'aime beaucoup échanger par message privé sur Instagram. Donc, je crois que tu as dit mon compte, hein, mais c'est Tuto Pinterest. Mhm. Donc, sur Instagram ou alors sur LinkedIn aussi. Vous pouvez me retrouver D'accord. avec mon nom complet. Ou alors, tout simplement, m'envoyer un mail. Donc, à mon email, c'est nath.bangoy@gmail.com. Donc, Mhm. voilà, vous avez 3 canaux. Et puis ensuite, on discute un petit peu de comment je peux vous aider et comment je peux vous convaincre d'aller sur Pinterest. D'accord, super. Et justement, via LinkedIn, tu arrives à avoir pas mal de personnes qui te contactent via ce canal-là ou c'est plutôt via Instagram? Pour l'instant, c'est surtout Instagram. Mhm. C'est vrai, alors, c'est vrai aussi que je suis pas très active hein, sur LinkedIn. J'essaye de me soigner, mais c'est pas évident. Mais oui, pour l'instant, c'est plutôt Instagram. Parce que c'est là où, alors, sur mon compte, déjà, je partage beaucoup de conseils autour vraiment de la plateforme. D'accord. Donc, je pense que le lien est plus facile. Oui, oui, oui. Donc, pour commencer, pour aller plus loin, on peut déjà commencer par te suivre tout simplement sur Oui, ah oui, Insta. oui, Et quand on commence à vouloir vraiment mettre les mains dans le cambouis, là, on peut effectivement participer, par exemple, à un coaching ou, avant de te confier les clés. Mais le coaching, si on a envie de le faire tout seul, parce que je te dis ça parce que je, 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 je voue une vraie passion à former les gens qui nous écoutent pour oui. devenir autonomes. Donc, je Ah t'avoue que oui, voilà, je serais plus partisane de les orienter vers un coaching et puis surtout suivre tous tes posts sur c'est Insta. ça, Et ensuite, apprendre, tester, comme tu dis, sans arrêt, c'est ça. tester. Et puis petit à petit, récolter les fruits de tout ce travail-là. C'est ça. Oui, à ce moment-là, oui, plutôt coaching ou masterclass, où là, l'idée, ça va être ensuite, on repart avec les outils et on s'y met et on fait des tests. Et ça peut être un peu frustrant, ça peut être un peu effrayant au début parce que c'est une logique un peu différente de ce dont on a Mhm, l'habitude. mhm. Et voilà, faut pas avoir peur, comme tu dis, hein, de tester et de voir ce qui marche pas, ce qui plaît pas. Et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que de tester. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Et de pratiquer, de C'est tester, ouais. ça. Ouais. La durée moyenne d'un de tes coachings, d'un coaching individuel, c'est quoi? On est sur du 3 mois, on est sur du plus long? Alors non, ça va dépendre. Globalement, en fait, je fais un appel découverte avec la personne pour déjà évaluer un petit peu son niveau, Oui. au débutant, intermédiaire ou expert, entre guillemets, enfin confirmé plutôt. Mais généralement, ça va être 4-5 séances de 1 heure qui vont être réparties sur soit toutes les semaines ou alors toutes les 2 semaines. Ah oui, d'accord. Donc, c'est Vraiment, plutôt des interventions assez rapides pour être oui, c'est vraiment ça. vite dans l'action. Ok. Oui, C'est ça. Pour l'individuel, hein, je parle, hein, ça oui. peut être très rapide. Et après aussi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des clients qui reviennent au bout de 2 ou 3 mois avec d'autres questions. Et là, soit je réponds à leurs questions par email, ou alors on se cale une autre séance et puis ils me posent toutes leurs questions. Donc, je fais vraiment au cas par cas parce que pour l'instant, j'ai vraiment des domaines d'activité très variés et des problématiques très variées. Donc, voilà. Au final, vous me contactez, on en discute, on voit ce qu'on peut faire et je m'adapte au mieux sur de l'individuel. Ok. Eh ben, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci pour tous tes précieux conseils et retours d'expérience. Et c'est vrai que je pense que tu as déverrouillé pas mal de notions qui étaient complètement floues pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, à mon avis. Mm. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, ça, c'est même pour moi, tu vois, il y a des choses que j'ai apprises. Bah, Oui. merci Ah, encore cool. pour tout. Merci encore pour tout ça. Et puis bah, à très bientôt. On va tous te suivre sur Insta, en tout cas, et pour toujours en apprendre un peu plus. Merci à Merci toi. À très beaucoup. bientôt. À Salut. bientôt. Ciao. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial Pinterest. J'espère que vous avez appris autant que moi tous les conseils et toutes les astuces et les bonnes pratiques pour démarrer sur ce réseau social. J'ai un peu du mal à dire que c'est un réseau social, désolé. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Nathalie sur Instagram notamment, avec son compte Tuto Pinterest. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si ces conseils hebdomadaires vous plaisent et si cet épisode en particulier vous a plu, merci de me soutenir en me laissant un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, de préférence Apple Podcast ou Spotify.
N'hésitez pas à partager en tout cas cet épisode à toutes les personnes de votre entourage qui décident de se lancer sur Pinterest. Et en attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil et plein d'astuces. En tout cas d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, ciao ciao.